vous remercie d'être si nombreux pour cette table ronde, dont le thème porte sur exactement la mise en œuvre du RGPD dans les entreprises et ses conséquences en matière de cybersécurité. Donc le règlement général sur la protection des données à caractère personnel, vous le savez tous, sera pleinement applicable le 25 mai 2018. Et il a donc pour objectif d'harmoniser et de renforcer les droits relatifs à la protection des données à caractère personnel sur le territoire de l'Union européenne. Ce texte a été adopté dans un contexte de vulnérabilité croissante des données personnelles transportées, stockées, traitées dans les systèmes d'information des entreprises et des administrations publiques, pouvant induire ces vulnérabilités une crise de confiance dans l'économie numérique. Et c'est ça qui était important. Une remise à plat des règles du jeu s'avérait donc nécessaire, et nous allons le confirmer avec les intervenants. Nous allons donc parler de ce sujet, réfléchir avec trois intervenants. D'abord Jean-Claude Laroche, qui est DSI d'Enedis, donc au centre de la table. Jean-Claude est par ailleurs administrateur du SIGREF et il est président du cercle cybersécurité du SIGREF. Et il est particulièrement impliqué sur les thématiques de sécurité du numérique et il va nous donner sa vision des conséquences du RGPD en la matière. Nous le ferons également avec Régis Delaya, qui est Chief Digital Officer du groupe SCOR et par ailleurs vice-président du SIGREF. Il a copiloté, et c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, le groupe de travail conjoint de l'AFAI, l'Association française pour l'audit informatique, du SIGREF et de Tech in France, qui représente les éditeurs de logiciels, groupe de travail qui a produit un rapport sur la mise en œuvre du RGPD. Ce rapport sera publié le 14 novembre prochain, au cours d'un colloque, et Régis Delaya nous en présentera les points essentiels. Enfin, nous le ferons avec Mathieu Graal, qui est à ma droite, qui est chef du service de l'expertise technologique à la CNIL, et il nous expliquera, entre autres, la vision de la CNIL sur le volet cybersécurité de la mise en œuvre du RGPD. Alors, sans plus tarder, je vous propose de commencer en décrivant ce contexte dans lequel le RGPD aujourd'hui a été adopté. Et donc, Mathieu Graal, vous êtes la caution en France, à travers la CNIL, sur la mise en œuvre de ce RGPD. Je me tourne vers vous. Et afin de planter le décor, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes du RGPD et le rôle de la CNIL dans sa mise en œuvre et le contrôle de son application ? Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Je pense que en termes de calendrier, etc., vous êtes maintenant bien au fait de ce qui va se passer. Alors je vais juste compléter les choses et puis synthétiser ce qu'il pourrait y avoir à retenir. Je dirais que tout ça se place quand même dans un contexte où il y a d'autres réglementations qui naissent ou qui sont déjà nées et qui se complètent. À titre d'exemple, la loi informatique et liberté de 78 est en cours de révision. Pourquoi ? Non seulement pour retirer tout ce qui est déjà prévu dans le règlement, puisque ces textes vont se superposer et ne laisser que les spécificités françaises dans notre loi. Mais on a également d'autres réglementations telles que e-privacy qui nous touchent pleinement, enfin notamment finalement celle-là, ce qui rend peut-être les choses un tout petit peu plus compliquées à l'avenir, c'est que avant on avait une loi, maintenant on va avoir deux règlements et une loi à regarder en même temps. Donc bon, on reparlera de ces autres sujets une autre fois. Sur le règlement, je dirais qu'il faut peut-être voir les trois grands apports, même si j'ai tendance à dire que pour la France, ça change pas grand-chose. On a toujours une autre loi informatique et liberté. Et même si on a renforcé beaucoup de choses, le phénomène RGPD finalement consiste à découvrir qu'il y avait une loi précédemment. Bon, malheureusement, c'est vrai. Fort heureusement, ça donne un levier pour nous tous, autant la CNIL que vous, acteurs de la sécurité. Et donc, je dirais qu'il y a trois axes majeurs. D'une part, une responsabilisation des entreprises. On finit les formalités et ce genre de choses. Maintenant, il va falloir que vous bâtissiez votre conformité, que vous sachiez le démontrer. Donc ça, c'est philosophiquement quelque chose qui a du bon et du moins bon, mais auquel on va être confronté. Ensuite, il y a un gros renforcement des droits des personnes qui sont vraiment au cœur du règlement, dans le but de les préserver.
Ça va passer à travers différents articles sur un renforcement de leurs droits qu'on connaissait déjà, sur du droit au déréférencement, du droit à la portabilité des données, etc. Un renforcement aussi explicite pour les mineurs. Et enfin, un renforcement de pouvoir de la CNIL, des autorités de protection des données en général, notamment en termes de sanctions, de capacité de sanctions, mais aussi de tous ces pouvoirs finalement. On a à la fois le RGPD et puis la loi Le Maire qui nous ont apporté de nouveaux pouvoirs, et dans le désordre, on va avoir explicitement des pouvoirs de certification de processus d'anonymisation, un rôle dans l'éthique du numérique. On va avoir beaucoup de potentiel d'action que l'on faisait timidement ou que l'on esquivait jusqu'à présent, mais qui nous permettent d'avoir les capacités d'agir. Donc voilà en synthèse ce que je pourrais dire sur ce règlement, si ça répond à la question. Pour l'instant, ça va répondre. De toute façon, on va creuser un petit peu. Donc, je tourne maintenant vers Régis Delaya. Régis, tu as piloté avec les partenaires du SIGREF, la FAI, l'Association française de l'audit informatique, et Tech in France, qui représente les éditeurs de logiciels, ce groupe de travail sur la mise en œuvre du RGPD. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte et les ambitions de ce chantier ? Alors, tout d'abord, on parle de RGPD. Et Mathieu signalait qu'il y avait d'autres réglementations. Il a évoqué quelques autres réglementations existantes en France, mais il y en a beaucoup dans le monde. Il y a une centaine de pays qui ont émis des recommandations sur le traitement et l'usage des données personnelles. Alors, nos entreprises, qui sont souvent globales, doivent se mettre en conformité avec l'ensemble de ces réglementations, qui quelquefois sont pas toujours cohérentes, ce qui pose quelques problèmes. Alors, heureusement, le RGPD est clairement une réglementation qui plante le décor pour bon nombre d'autres pays dans le monde, et on l'a très largement utilisé dans le cadre de notre groupe de travail conjoint sur lequel je vais revenir. Alors, nos entreprises ont le devoir de se mettre en conformité. Devoir, ça fait un peu contrainte, et c'est vrai que c'en est une. On a le devoir et donc l'obligation de passer en revue un certain nombre de composants de notre système d'information notamment, mais pas seulement, de nos organisations, de notre gestion contractuelle, pour arriver à se mettre en conformité. Alors, c'est une obligation, mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où la donnée est devenue l'actif majeur que l'on sait, c'est un impératif absolu. C'est un impératif absolu pour développer la confiance dans le numérique et pour développer la confiance dans l'usage de l'information. Alors, c'est un enjeu important, conséquent pour nos entreprises. C'est un enjeu financier, bien sûr. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tout le monde sait le montant des pénalités attachées à cette conformité. Mais c'est surtout, d'abord et avant tout, un enjeu opérationnel. Un enjeu opérationnel au niveau de l'entreprise et au niveau du système d'information de l'entreprise. Et aussi un enjeu réputationnel, puisque clairement, on peut... Et je pense que c'est un aspect tout à fait positif de la réglementation. On peut tout à fait utiliser, et il faut à tout prix utiliser ces nouvelles réglementations, et notamment le GDPR, le RGPD, pour véhiculer une image d'usage éthique de l'information. Alors, nos trois associations, de manière pratique, donc Henri le précisait, le SIGREF qui représente les grandes entreprises françaises, la FAI qui représente les auditeurs et consultants en système d'information, et Tech in France qui représente les éditeurs de logiciels, se sont saisis du sujet il y a un an de ça, à l'été 2016, avec la collaboration et l'aide de 4 cabinets d'avocats qui nous ont aidés, et ça a servi de socle commun à l'étude, à faire une lecture aussi pratique et pragmatique que possible du règlement, ce que la CNIL également a contribué très largement à faire. La CNIL nous a d'ailleurs accompagnés tout au long de ce process. On a tenu des plénières d'information tout au long de l'année. La CNIL était présente systématiquement pour donner un regard croisé sur nos travaux. Donc,
Groupe de travail conjoint entre des acteurs tous concernés par cette mise en conformité, une véritable initiative de place qui fait référence, on en est convaincu, et qui avait 2 objectifs principaux. 1, sensibiliser sur l'urgence d'engager un projet de mise en conformité et l'ampleur de ce projet. Et 2, produire un guide pratique de recommandations applicable immédiatement dans les entreprises, évidemment en fonction du contexte de chacune des entreprises. Alors on l'a baptisé DPSI pour données personnelles et systèmes d'information. Pourquoi ? Parce que le système d'information à la fois porte l'activité de l'entreprise et est aussi l'élément cœur de cette mise en conformité. Le livrable, le 14 novembre prochain, lors du colloque que l'on organisera pour la restitution de nos travaux. 6 heures. Merci beaucoup, Régis. Jean-Claude Laroche, la cybersécurité est l'un des éléments essentiels de cette réglementation. Est-ce que tu peux partager avec nous ta perception de la menace à laquelle il faut répondre quand on travaille sur ce sujet de la protection des données personnelles ? D'abord, la menace ne concerne pas que les données personnelles. Enfin, déjà pour planter des éléments de décor et les éléments du contexte, je crois que tout le monde ici autour de la salle a bien conscience du fait que le niveau de la menace augmente. Les 6 premiers mois de cette année ont été quand même assez fortement marqués par l'épisode WannaCry et l'épisode NotPetya. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans les grandes entreprises, dans les grandes administrations, les systèmes d'information sont soumis à des attaques de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes, parfois de plus en plus sophistiquées. Ça, c'est un élément sur le contexte et l'état de la menace. Par ailleurs, on l'a dit, vous l'avez tous dit, le fait de travailler sur les données, d'être capable de les croiser, d'être capable de produire de l'information et des services à partir de ça, ça devient un élément clé du business, ça devient un élément clé de l'activité pour la plupart de nos structures, des structures dans lesquelles nous travaillons. Et tout ça s'accompagne d'une plus grande ouverture de nos systèmes d'information. Donc, quand on met d'un côté une menace qui augmente et de l'autre côté des systèmes d'information qui s'ouvrent davantage, on a un contexte de vulnérabilité croissant et donc un risque sur les données. Alors, évidemment, ce risque sur les données, il pose de manière massive la question de la confiance dans ce qu'on fait. Ça a été dit par Régis, mais je crois qu'on vient de le souligner. Alors, c'est vrai de la confiance du client, c'est vrai de la confiance du salarié, c'est vrai de la confiance du citoyen. Et cette confiance, elle porte en premier lieu sur l'usage qui peut être fait de leurs propres données. Et donc, la protection des données personnelles devient, à l'intérieur d'un paysage qui, en matière de cybersécurité, est un paysage qui est de plus en plus, qui nous challenge de plus en plus, la question des données personnelles devient une question critique. Je pense que ce qui est important, moi c'est le point de vue que je souhaiterais souligner ici. Je pense que ce qui est important lorsqu'on le prend sous l'angle de la gestion des systèmes d'information et de leur cybersécurité, c'est d'être capable de garantir le fait que l'usage des données personnelles est d'une part limité et d'autre part transparent. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que moi je prends l'arrivée de réglementations comme le règlement européen sur la protection des données personnelles. La perception que j'ai de ces règlements, c'est que certes ils renforcent les contraintes, parce qu'il faut dire les choses, c'est quand même la mise en application de ce type de réglementation, même si jusqu'à présent il existait des lois, etc. Mais de fait, ça renforce la nécessité de faire des choses sur nos organisations, nos systèmes d'information, donc ça renforce la contrainte, mais en même temps ça renforce aussi la prise de conscience, et de ce point de vue-là c'est une bonne chose. Je pense que la confiance implique la prise de conscience. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jean-Claude. Je me retourne vers Régis Delahaye. La mise en œuvre du RGPD par les entreprises et les administrations publiques est donc désormais une exigence de très court terme, puisqu'elles doivent être théoriquement prêtes, elles seront pratiquement prêtes le 25 mai 2018, c'est-à-dire dans moins de 8 mois. Quels sont, au terme des travaux de ce groupe de travail, les principaux conseils que tu pourrais donner pour réussir cette mise en œuvre, les points clés sur lesquels tu penses que ce groupe de travail a particulièrement travaillé? Le
Le point clé, s'il y en a un et un seul, c'est d'engager un projet. L'absolue nécessité d'engager un projet spécifique, un projet d'entreprise pour cette mise en conformité avec le RGPD, voire plus large, mais notamment le RGPD. Alors, c'est un projet d'entreprise qui doit embarquer l'ensemble des composantes de l'entreprise, les métiers bien sûr, la direction générale, parce qu'on est amené à reporter à ce niveau-là, la compliance, le legal, l'IT bien entendu. Beaucoup l'ont fait déjà, donc et heureusement, mais c'est une vraie et absolue nécessité. Alors, dans ce projet, il faut commencer par faire un inventaire des données personnelles traitées dans l'entreprise et des traitements associés. C'est le fameux registre des traitements qui est mis en avant par le RGPD. Deuxième étape, on peut évaluer sa maturité par rapport à cette mise en conformité en fonction de son contexte, en fonction de ce qu'on a déjà fait, donc de son niveau de préparation. Ensuite, il y a là encore une phase qui me paraît absolument nécessaire, c'est de faire une évaluation du risque. Une évaluation du risque parce que tout n'est pas, et toutes les données personnelles ne sont pas à traiter au même niveau. Chez SCOR, on traite des données d'assurés en vie, donc des données médicales. Elles ont évidemment beaucoup plus de sensibilité que des données d'identification qu'on peut traiter, comme nous tous, dans un CRM ou ce genre de choses, ou dans une messagerie. Et cette évaluation du risque, elle inclut une acceptation de porter certains risques. C'est-à-dire qu'il y a, je pense que, et ça va déterminer les priorités d'action. Encore une fois, tout ne va pas devoir être traité au même niveau de profondeur et tout ne va pas devoir être traité avec le même niveau de priorité. Et donc tout ça nous amène à définir les limites et les caractéristiques du projet dans toute sa dimension, dans toutes ses dimensions, y compris un plan d'action priorisé et qui va permettre d'engager le projet et de l'engager à marche forcée pour arriver à bon port à l'échéance. Alors pour mener à bien ce projet, notre groupe de travail des PSI propose un outillage avec 3 volets principaux. Un premier qui justement va aider les entreprises à évaluer leur maturité. Donc c'est une checklist de questions à se poser, de 50 questions à se poser pour évaluer son niveau de préparation, sa maturité par rapport au RGPD. Deuxième volet, un ensemble de mesures techniques potentiellement applicables sur nos systèmes d'information pour amener à la conformité. J'y reviendrai tout à l'heure. On a identifié plus de 300 mesures techniques. Alors évidemment, elles ne sont pas à appliquer de manière systématique par tout le monde et en parallèle. Certaines sont d'ores et déjà appliquées, d'autres devront l'être, toutes potentiellement ne le seront pas parce que l'entreprise aura fait ses choix. Et le troisième volet, c'est un outillage juridique. Un outillage juridique avec là encore trois sous-parties. Une première sous-partie liée à la gouvernance interne qu'on met en place, donc avec la nomination d'un DPO. Vous savez que c'est quasiment obligatoire. Il y a certains contextes dans lesquels ça ne l'est pas, mais sinon, en tout cas dans les grandes entreprises, c'est une obligation. Qu'est-ce qu'est un Privacy Impact Assessment? Qu'est-ce qu'est un Privacy by Design? Toutes ces opérations qui permettent de gérer en interne tout ce qui doit l'être dans le cadre de la mise en conformité. La deuxième sous-partie du juridique touche à la démonstration vis-à-vis de l'extérieur que l'on est en conformité, ou en tout cas que l'on est en bonne voie de l'être. Il y a un certain nombre d'outils de confiance, d'outils qui peuvent donner confiance à l'extérieur à un certain nombre de régulateurs, de contrôleurs, d'auditeurs en tout genre qui viendront nous voir et valider cette conformité. Et le troisième volet, c'est la gestion contractuelle, parce qu'il y a un certain nombre de clauses contractuelles qui doivent évoluer ou qui doivent être créées et qui là aussi seront proposées telles que dans le livrable. Voilà. Merci beaucoup Régis. Mathieu, le RGPD décrit 4 catégories de mesures qui relèvent du domaine de la cybersécurité.
Est-ce que vous pouvez nous les décrire rapidement, par exemple en 3 minutes? Non. Merci, je me tourne après. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Je ne sais pas combien de dizaines de versions on a vu de ce document qui soit émis par les différentes entités de l'UE. À chaque fois, on avait des commentaires, des séries de résistance à faire contre des lobbyistes, etc. Et subsistent des choses qui ne servent à rien. Dans le texte, je pense qu'il y a un truc à retenir d'un point de vue sécurité, c'est que les mesures doivent être proportionnées au risque. Et accessoirement, je dirais que ça souligne des choses qui étaient déjà là depuis toujours, mais qui sont rappelées pour ceux à qui ça pourrait encore échapper. On va traiter autant des atteintes à la confidentialité, certes, mais également à la dispo et à l'intégrité. Pour certains, certains imaginent toujours qu'on ne traite que de confidentialité. Non. L'arrêt d'un service peut empêcher d'avoir accès à une liste de produits auxquels on est allergique au moment où on en a besoin. Ça peut un peu porter atteinte aux personnes. Donc, s'il y avait qu'une chose à retenir, ce serait ça. Maintenant, il y a également des choses qui restent, verrues, avec des exemples cités. C'est ça. Verrues, très bien. Non, alors pourquoi je dis ça? J'entends beaucoup de cabinets notamment qui disent oh mais voilà, chiffrement, pseudonymisation, c'est bon, vous êtes conforme. Non, pas du tout. Pourquoi pas sauvegarde, authentification ou faire des crêpes. C'est pareil, ce ne sont que des exemples. Mais vraiment que des exemples. Et donc, le texte, quand on lit parfaitement est explicite à ce sujet, ce ne sont que des exemples. Mais certains se jettent dessus pour prôner ces mesures-là. Non, pas du tout. Et pour conclure, juste pour faire la différence entre tout ce qui est cybersécurité et la notion de PIA, le Privacy Impact Assessment, appelé Data Protection Impact Assessment ou analyse d'impact sur la protection de la vie privée des données ou choucroute, c'est pareil. Finalement, c'est beaucoup plus large. Le Privacy Impact Assessment permet vous aide à bâtir et à formaliser votre mise en conformité générale au règlement, dont la sécurité. Mais finalement, on doit se mettre en conformité. Il y a des cas où on aura l'obligation du formalisme PIA, d'autres cas non. Voilà, juste pour boucler la boucle. Merci Mathieu. Donc pour continuer sur le sujet, j'ai juste une petite question complémentaire. Un avocat réputé dans cette enceinte, notamment, me disait récemment, de manière un peu virulente, non, le privacy by design n'est pas dans le RGPD. Qu'en est-il ? Je ne savais pas pourquoi d'ailleurs il me disait ça à moi, mais... J'ai perdu les chiffres, mais je crois dans l'article 28 qui a ou quelque chose comme ça, qui a le mérite de s'appeler Privacy by Design quand même. Je me dirais que oui. On continue à débattre sur cette notion sur laquelle personne n'est d'accord véritablement, même s'il y a des bonnes tentatives un peu partout. C'est un de ces objectifs, un de ces grands principes généraux, je dirais, dont il faut prendre la philosophie, mais qui pour l'instant, et je ne sais pas si ça mérite de l'être, n'est pas bien fixé, objectivé. Ça reste un objectif général de prendre en compte la protection de la vie privée au même titre que la sécurité dès la conception. D'accord, merci. Jean-Claude, le RGPD définit une obligation de sécurité. Est-ce que tu peux nous décrire cette notion d'obligation de sécurité qui est une dimension nouvelle dans le champ réglementaire ? Oui, l'obligation de sécurité est abordée dans le règlement européen sur la protection des données personnelles dans les articles 32 à 34. 32, 33, 34. En fait, ce sont des articles... Alors moi, je vais à la fois peut-être en donner des éléments de contenu, mais aussi des éléments d'appréciation personnelle. Moi, je les trouve un petit peu inhomogènes, comme ce qui a été dit à l'instant. Ce qu'ils mettent en avant, et je pense que ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est ce qu'a aussi rappelé Régis, c'est la nécessité de faire, sur la base d'une analyse des risques, un inventaire des données qu'il convient de protéger, etc., et des traitements qu'il convient d'analyser pour pouvoir adopter des mesures qui sont adaptées. Mais immédiatement derrière, il met en avant des techniques.
anonymisation, chiffrement. J'ai envie de dire que le fait que ce soit mis sur le même plan me paraît pas complètement, mais c'est ce qui a été dit à l'instant, me paraît pas complètement pertinent. Il y a des techniques, mais ce qui est surtout important, me semble-t-il, dans ce texte, c'est la capacité à prendre des mesures adaptées à la suite d'une analyse de risque pour pouvoir ensuite protéger les données de la manière juste nécessaire. Alors ça c'est un point extrêmement important. Alors après, il y a d'autres sujets qui viennent dans ces articles 32 à 34, et notamment un point qui est extrêmement dimensionnant dans nos organisations, qui est l'obligation de notifier des violations sur les données personnelles lorsque ces violations adviennent, dans un délai de 72 heures aux autorités, sauf à être vraiment dans la capacité de le faire, mais à ce moment-là, il faut être capable de le démontrer. Mais pourquoi c'est important ? Parce que évidemment, ça vient percuter toutes les organisations qui aujourd'hui sont plus ou moins bien calées pour pouvoir remonter de l'information bien calibrée au niveau des directions d'entreprise et au-delà des autorités. Et puis que ça pose la question de à quel moment on commence à déclarer. De bien maîtriser cette dimension-là de la chose. Et le dernier point, qui est aussi important, c'est l'information des personnes concernées lorsqu'il y a atteinte à leurs propres données. Donc, grosso modo, cette obligation de sécurité dans le règlement européen sur la protection des données personnelles porte sur ces dimensions-là et focalisée sur ces articles 32 à 34. Très bien. Merci Jean-Claude. Je vous propose maintenant de terminer cet entretien en pointant les principales recommandations que vous pourriez formuler en direction des entreprises ou des administrations qui vont devoir, dans les mois qui viennent, finaliser la mise en œuvre de l'application de ce règlement. Régis Deleya, le sous-groupe de travail que tu as piloté s'est focalisé sur les mesures techniques qu'appelle le RGPD, en particulier sur les architectures des systèmes d'information des entreprises. Quelles sont ces principales mesures que le groupe de travail a identifiées ? Peut-être, avant de répondre à ta question, Henri, je voudrais faire un petit commentaire sur le privacy by design que vous évoquiez tout à l'heure avec Mathieu. Je ne sais pas si c'est dans la loi ou si ça ne l'est pas. En tout cas, ça paraît faire sens de mener ces actions de privacy by design. On parle aussi de privacy by redesign pour tout le legacy system. Et alors là, vous voyez à peu près la difficulté que ça peut représenter, parce que là, pour le coup, on ne l'a pas fait, le privacy by design. Donc je pense qu'on a, et là encore, tout ça va devoir se faire, oui, forcément, en tenant compte de la sensibilité des applications qu'on a en portefeuille d'ores et déjà. Voilà, juste ce petit commentaire sur ce qui me paraît être une obligation, que ce soit ou pas dans la loi. Voilà. Pour ce qui est des mesures techniques. Alors, les mesures techniques, je disais qu'on en avait identifié plus de 300. Alors, évidemment, je ne vais pas m'engager dans une énumération de ces 300 mesures ici. Il faut vraiment les voir comme un référentiel de mesures techniques potentiellement applicables en fonction de son contexte et de ses priorités. De même, les architectures, nos entreprises ont fait des choix d'architecture. Elles ont pu décider de globaliser leur système d'information, d'aller vers le cloud. Elles ont pu décider aussi de mettre en place des organisations globales où des ressortissants américains, enfin certains de nos collègues américains, ont accès à des données de certains de leurs collaborateurs en Europe parce que l'entreprise a décidé de fonctionner comme ça. On ne va pas remettre en question, et dans notre groupe de travail, on n'a pas travaillé dans ce sens-là. L'idée, c'est de se mettre en conformité, quelles que soient les architectures dont l'entreprise a fait choix. Et il y a bien sûr des moyens de se mettre en conformité, quels que soient ces choix, même si on a globalisé ces systèmes, même si on est dans le cloud, même si on a des entreprises, des organisations globales. Alors, juste un mot pour sur la structuration de l'approche qu'on a eue. On a commencé par identifier tous les composants d'un système d'information et tous les flux associés entre ces différents composants. Ensuite, on a identifié les principaux risques avec 3 typologies principales. Les risques liés au système d'information, enfin les risques liés au système d'information, et donc avec des mesures qui visaient à renforcer la sécurité proprement dite du système d'information. Rien à voir avec les données
personnelles ou pas personnelles d'ailleurs, si ce n'est que le système d'information, et l'ANSSI le dit très bien, est le berceau des données de l'entreprise. Donc qui sécurise son système d'information, qui sécurise son réseau, va forcément, et ses environnements, va forcément sécuriser ses données. Donc premier volet, première typologie de risque, le renforcement du système d'information. Deuxième, sur les données personnelles proprement dites. Et troisième volet, sur le renforcement, le respect des droits de la personne. Et donc, sur ces trois grandes typologies de risques et sur les risques plus détaillés dans chacune de ces grandes catégories, on a identifié une série de mesures qui vont évidemment permettre de ne plus supporter ces risques que potentiellement nos systèmes d'information peuvent supporter. Voilà. Merci beaucoup, Régis. Jean-Claude, en matière de cybersécurité et en forme de conclusion du propos, quelles seraient les principales recommandations que tu retiendrais à ce stade de notre discussion, mais en revenant vraiment sur la cybersécurité ? Oui, alors c'est... Puisque nous sommes aux assises. Oui, c'est assez présomptueux de donner au public qui est ici dans cette salle des recommandations, mais bon... D'abord, moi, je vais prendre un point de vue qui est vraiment un point de vue pour le coup de DSI sur un sujet comme celui-là. Je pense que le RGPD, c'est un texte fondamental, très important. Il n'est pas seul. Il existe dans un corpus de lois et de règlements qui existe d'ores et déjà, et dans des projets de textes à venir. Et notamment, d'ailleurs, le projet qu'a publié l'Union européenne en septembre sur la libre circulation des données autres que personnelles. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Ça signifie que de toute façon, la question de la maîtrise de nos systèmes d'information est posée et de la gouvernance de nos systèmes d'information et de la gouvernance de la cybersécurité qui va avec. Et elle est posée de manière très, 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 très forte. J'ai entendu certains de nos collègues qui disaient ces derniers jours, en fait, ce qu'on nous demande de mettre en place, c'est une espèce de passeport de la donnée, c'est-à-dire savoir pour à peu près n'importe quelle donnée d'où elle vient, où elle va, comment elle est traitée, qui a le droit de la traiter, qui a le droit d'y avoir accès, etc. Et pour combien de temps, avec quelle durée de validité. Et on n'a pas nativement des systèmes d'information, un legacy qui a été conçu pour ça. Il faut quand même se dire les choses. Donc, on a devant nous une montagne quand même en matière de travaux à réaliser. Et moi, dans un contexte de cette nature, j'ai tendance à dire qu'on a besoin de plans d'action méthodiques. Je pense que personne ne pourrait comprendre que quand on développe des nouveaux systèmes d'information après le 25 mai prochain, système d'information néglige cette question de la protection des données personnelles. Donc, on a déjà sur le flux des nouvelles applications des choses à faire de manière très urgente. On l'a dit, c'est le privacy by design. Puis après, on a quand même le stock à traiter en fonction de nos analyses de risque. Où là, je pense que des questions viennent très très frontalement et très rapidement. La question du consentement éclairé des personnes sur le traitement de leurs données, la question du droit d'accès aux données, la question de la purge quand il faut supprimer ces données dans nos systèmes d'information, la question aussi de la notification aux autorités, on l'a dit, en cas de violation. Donc tout ça, toutes ces questions-là, elles sont intimement liées à la maîtrise de nos systèmes d'information et la maîtrise de la cybersécurité est embarquée là-dedans. Donc il y a une forte intersection entre les questions de cybersécurité et les questions de protection des données personnelles. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une très bonne nouvelle pour toutes les personnes qui sont là dans cette salle, c'est qu'elles ne seront pas au chômage dans les 6 mois qui viennent. Merci. Mais donc, justement, donc je me retourne vers Mathieu en guise de conclusion. Entre la recette des crêpes Suzette et les bonnes adresses pour des choucroutes, est-ce que tu peux nous dire comment la CNIL va appréhender, à compter du 25 mai 2018, son pouvoir de contrôle et de sanction? Je crois que c'est une question qui intéresse beaucoup de monde dans cette salle. C'est une question donc qui intéresse tout le monde, qui agite les cercles de réflexion sur le RGPD, les réseaux sociaux également. Quelle politique la CNIL s'apprête-t-elle à mettre en œuvre à compter du 25 mai 2018 ? Je peux plus dire non là. Je dirais que le rôle et les moyens de notre capacité de contrôle d'ores et déjà muté depuis quelques années, avec notamment des capacités de contrôle en ligne, où on fait des contrôles communs avec d'autres autorités,
Et donc, on détermine systématiquement tous les ans un programme des contrôles. Cette année, on a notamment des données médicales chez les assureurs. On a même de la télé connectée, des choses comme ça. Donc, le mode de fonctionnement qui consiste au regard de ce qu'on constate dans les contrôles, ce qu'on constate au regard des plaintes, ce qu'on imagine comme étant important, devrait pas changer pour déterminer nos programmes à venir. Ensuite, question de moyens, je dirais qu'on les a d'ores et déjà, et qu'il n'y a pas forcément de raison qu'on quadruple les effectifs. Le premier étant budgétaire, hein, bien sûr. Par contre, on va systématiquement faire attention à déterminer un programme de contrôle qui ait du sens, qui suive à la fois l'actualité, les enjeux du numérique. Quant aux sanctions, tout ce que je peux dire, c'est que il n'est pas du tout, de ce que je comprends, il n'est pas du tout imaginé d'avoir un tout petit régime de sanctions comme on l'a à l'heure actuelle, puisque le bâton grandit. Donc, qu'on va peut-être étirer vers le haut les capacités de sanctions. On a déjà commencé à réfléchir à des critères qui sont à prendre en compte et un algorithme pour proposer des sanctions à la commission restreinte qui prend ses décisions. C'est notre petite justice au sein de la CNIL. Maintenant, ils feront ce qu'ils voudront. Et puis, je rappelle que jusqu'à présent, la logique était de privilégier tant que possible l'accompagnement, de résoudre la situation à l'amiable. Et les sanctions dont on entend parler, c'est que ça s'est vraiment mal passé, ou qu'on a de la mauvaise volonté, ou bien qu'il faut vraiment donner un signal à tous les représentants d'un secteur d'activité. Voilà ce que je peux dire en synthèse. Très bien, merci beaucoup. Oui, sur ce sujet, toujours sur ce sujet de la mise en œuvre des contrôles, est-ce que la CNIL réfléchit, par exemple, à donner ce genre de mission à des acteurs externes de la CNIL, par exemple, imaginons les commissaires aux comptes qui seraient chargés d'une certaine forme de rapport à constituer sur le sujet? Non, on fait confiance à personne. Donc, c'est pas le principe de la confiance. Ok, qui règne? Eh bien, écoutez, je vais maintenant passer... si vous avez d'autres questions à poser, notamment à la CNIL, je vais vous passer la parole. Alors, et s'il vous plaît, d'une part, vous vous levez, vous vous présentez, une question très courte, qui appellera une question très courte pour que nous puissions en prendre au maximum. Merci. Pour la réponse courte, je fais confiance à Mathieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus long sur l'alignement des politiques que l'on a en France avec l'alignement qu'ont les autres pays vis-à-vis de ceci? Parce que, par exemple, on avait déjà auparavant la loi informatique et liberté en France, donc il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés sur ce sujet. Cependant, on n'était pas franchement d'accord avec nos collègues allemands, avec nos collègues anglais ou nos collègues italiens sur qu'est-ce qu'il était bon de prendre dans la directive. Ou plutôt, quelle priorité mettre l'interprétation sur la directive. Ouais. C'était une directive, elle a été transposée, je connais le côté juridique, et là c'est un règlement qui s'applique de fait. Est-ce que vous avez déjà discuté avec vos collègues européens pour voir les écueils? Ouais. Merci. Donc la question... Réponse rapide. Oui, on discute beaucoup plus pour essayer systématiquement d'harmoniser les choses. Il y a un mécanisme de coopération qui est forcé même par ce règlement et qui nous forcera, pour des cas transfrontaliers, à soumettre des projets de décision à nos homologues pour que ça fasse un peu plus jurisprudence pour tous les États membres et éventuelle réaction si certains s'y opposaient. Maintenant, oui, c'est pas toujours facile. Question, s'il vous plaît. C'est le 14 novembre, publication du rapport des 3 associations, SIGREF, AFAI et Tech in France. Est-ce que vous avez abordé des questions de ressources humaines et de coûts? Régis? De coût du projet, vous voulez dire, pour se mettre en conformité? Par exemple, de mise en œuvre des 300 recommandations. Non. Je pense que ça fait partie de la définition du projet de chacune des entreprises. Et en fonction de son niveau de préparation, de son contexte, encore une fois, le coût ne sera pas le même.
On a échangé avec un certain nombre d'entreprises sur le sujet. Ça peut aller du simple au double, du simple au triple, sur les quelques exemples que j'ai en tête. Donc évidemment, tout ça dépend de ce qu'il faudra mettre en place et de ce qu'il faudra modifier dans son système d'information, et pas seulement dans son système d'information, dans les contrats, parce qu'il faut engager aussi une revue de l'ensemble des contrats. Certains pourront rester comme ça, d'autres devront être revus, potentiellement même renégociés. Donc tout ça, c'est de la charge, effectivement, c'est des coûts. Non, on n'est pas entré dans ce niveau de détail au sein du groupe de travail. Oui, merci. Oui, une autre question ? Oui. Michel Lagardère, et concernant justement les contrats, et pour Mathieu, la CNIL nous avait parlé d'un set de clauses type pour nous aider justement à structurer les contrats avec des fournisseurs d'État ou autres prestataires. Est-ce que ça va sortir ? La réponse est non. Peut-être. Non, il existe d'ores et déjà des clauses type, un clausier européen sur le site de l'UE, de quoi, je ne sais plus. Ouais. Oui. Mais je ne sais pas si c'est ça ce dont il s'agit. Après, on a aussi un guide. Il se peut qu'il y ait eu une confusion de messages ou qu'on soit mal exprimé. Il y a un guide sous-traitant qui, je crois, vient de sortir. C'est peut-être là-dedans. Peut-être ça devait être ça. Et là, c'est, je crois, publié depuis un petit peu de temps. Mais tu peux rappeler. C'est publié. Ouais, peut-être Régis, tu peux rappeler effectivement ce qu'il y a dans ce rapport sur les clauses contractuelles. Il y aura dans le rapport une partie sur les clauses contractuelles qui doivent soit évoluer, soit être ajoutées dans les différents contrats de prestation de services. Alors, est-ce qu'on peut parler de clause type ? Je pense pas, mais en tout cas, c'est des modèles que l'on peut appliquer à son propre contexte. Et les avocats, les 4 cabinets d'avocats qui ont travaillé avec nous ont pas mal planché sur le sujet. Donc il y a une partie dédiée à ces éléments-là dans le rapport. Oui, Mathieu. Pour moi, c'est fondamental. Ça fait autant le registre qui finalement est le point de départ et puis pourrait même servir de tableau de bord est important, mais la gouvernance des contrats types personnalisés à sa structure, c'est vital. Oui, tout à fait. Oui, merci Mathieu. Une dernière question, s'il vous plaît. J'ai pas entendu. Plus fort, plus fort. Alors, lors de la CNIL, qui peut être à l'origine d'une requête de contrôle ? Une deuxième question rapide. Une idée du niveau de maturité des entreprises par rapport à Non, on est les seuls à avoir le pouvoir de contrôler l'application de la loi informatique et liberté. Maintenant, il se peut qu'il y ait des cas mais moi pas juriste, dans des enquêtes en particulier qui requièrent de contrôler quelque chose qui soit en rapport avec le règlement, mais on est les seuls à pouvoir contrôler. Ensuite, je tilte beaucoup sur le mot maturité. J'ai une vision très particulière de ce que veut dire la maturité, une vision normative. Et donc, je suis pas sûr alors, au sens naturel du terme, j'essaie de retirer ma casquette des normes. Les entreprises sont-elles prêtes ? C'est ça, finalement. Joker. Je pense que, comme on le disait en introduction, beaucoup découvrent même l'existence de la CNIL, de la loi informatique et liberté. Et si nous, on a un enjeu maintenant, alors qu'on a des outils, des bonnes pratiques pour les entreprises matures, l'enjeu, il est dans ceux qui ne le sont pas du tout. Et ceux qui ne le sont pas du tout dans le tissu économique, j'ai peur que ça représente bien 75%. Et qu'on ne voit que la surface de l'iceberg paniquer, alors que les autres ne le sont pas du tout, puisqu'ils ne sont pas au courant. Eh bien, écoutez, Mathieu, Jean-Claude, Régis, vraiment, je vous remercie tous les trois. Hein, il est 45, donc nous sommes pile poil à l'heure. Vous pouvez les applaudir. Merci pour l'organisation. Je vous remercie beaucoup et je rappelle à tout le monde, avant que vous partiez, que le 14 novembre, il y aura parution de ce rapport du SIGREF de la Faille Tech in France sur les 50 questions et les 300 mesures à mettre en œuvre pour le RGPD. Merci à tous et bonne continuation.